à nous qu'anime l'espérance en ton avenir lumineux, redonne toujours l'assurance de nous conduire en peuple heureux. Et nous irons de par le monde s'aimer ton nom et tes bienfaits, en clamant sur toutes les zones que sur ton sol règne la paix. Et que ton drapeau nous unisse, que ton amour nous fortifie, car pour toi seul nous voulons vivre, et pour toi combattre et mourir. Et vous, fière et noble jeunesse de tous les horizons connus, suivez l'exemple toujours de cette sagesse de nos aînés qui ne sont plus. Ivoirois, mes frères, Ivoiriennes, mes sœurs, chers compatriotes, je vous salue. Nous venons là de lire 2 couplets de notre chant patriotique appelé la Biganaise. Je vous l'ai dit, je le répète. Le chant patriotique est en réalité un contrat moral qui lie tous les citoyens d'un peuple. C'est un contrat moral qui dicte leur conduite commune, leur comportement commun, leur engagement commun dans le respect de la Constitution et des choses de la République. Chaque pays a son chant patriotique. Ce sont des valeurs éducatives qui poussent le peuple dans une même orientation, qui poussent le peuple dans un même combat. Et tous les discours économiques, socioculturels et politiques doivent être inspirés par ces valeurs. Peuple de Côte d'Ivoire, c'est à ces valeurs que nous vous demandons de retourner. Parce que, ayant loupé ces valeurs, nous sommes englués dans une force politique de haine qui ne nous rend plus lucides. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un thème. Le mal ivoirois. Gbagbo, Bédié et Ouattara, les 3 racines principales. Vous voyez, aujourd'hui, je reconnais que mon peuple a peur. Le peuple a peur de son ombre. Le peuple a peur de parler. Mais il y a des missions que certaines personnes ne peuvent abandonner. Il n'y a que la mort qui viendra nous enlever cette mission. Vous voyez, je vous ai lu nos valeurs. Nous sommes fondés sur le retour à nos valeurs. C'est pourquoi notre mouvement politique s'appelle le REVAS, le parti politique du retour aux valeurs sources. Il faut bien que nous prêchions au commencement dans un désert, mais à la fin dans des cœurs conquis. Car si moi-même et mes collaborateurs n'avons pas la foi de ce que nous engageons, ça ne vaille pas la peine que nous troublons votre quiétude. Je salue d'ailleurs Madame la première vice-présidente et Monsieur le troisième vice-président qui nous saluent là. Coucou à vous. Merci pour votre engagement respectueux envers la Côte d'Ivoire. Le pays tout entier, cher Ramon, le pays entier, Amazon de Quincy, vous saura le rendre un jour. Et ce jour, croyez-moi, n'est pas loin. Frères et sœurs, la politique n'est pas un jeu.
C'est une science sociale. Donc, elle a sa place. Les hommes sont limités. Et cela même peut se faire par génération. Bonne arrivée, chers conseillers. Donc, vous allez vous rendre compte que les défis de 1960 ne sont pas les mêmes que ceux de 1970, de 1980. Et donc, les défis que nous avons aujourd'hui en 2020 sont des défis qui se présentent à notre génération. Une bonne conscience, merci Théo Lyon, une bonne conscience qui veut, soit salué Albert Kouakou, une bonne conscience qui veut aider son peuple, qui veut guérir un mal, prend son temps pour diagnostiquer avec son peuple le mal de sa société. Et une fois que le mal est réglé, est perçu, on peut élaborer d'un commun accord les voies de solution qui nous indiqueront naturellement les moyens à mettre en œuvre pour les atteindre. Et je dis, le REVAS persiste et signe. Nous nous engageons une politique humanisée, une politique humaine, une politique à visage humain. Parce que l'être humain, l'Ivoirois, l'Ivoirienne, le peuple de Côte d'Ivoire est le sujet principal du REVAS. Car c'est le développement humain qui va créer les besoins infrastructurels qui vont nous pousser à la politique économique pour en arriver aux finances publiques. C'est-à-dire, c'est en répondant aux besoins des hommes qu'on arrive au développement d'un pays. On ne construit pas un pont parce qu'on a les moyens de construire le pont. Est-ce que le peuple en a besoin? C'est d'ailleurs pourquoi lorsque votre politique ne répond pas aux besoins de votre peuple, vous êtes en déphasage. Et quand vous êtes en déphasage, vous comprenez que le peuple ne peut pas vous suivre. Posons-nous une question d'actualité, à la réflexion, honnêtement. Le peuple d'Abidjan, le peuple de Côte d'Ivoire, a-t-il besoin d'un métro? Je parle aux intelligents, aux consciencieux, nationalistes de ma patrie. N'y a-t-il pas autre chose à faire? N'y a-t-il pas autre chose à faire de plus urgent? Là où nous avons des woro-woro partout, qui permettent aux familles de manger naturellement, aux familles ivoiriennes. Là où nous avons des baka, ils gagnent à être disciplinés, je l'avoue. Où nous avons des bus. Là où nous avons des taxis intercommunaux et autres. La question est, donc, fondamentale. Excusez, ok. La question est, avons-nous besoin de métro? Là où il n'y a même pas de comprimés pour guérir les malades. Là où la politique d'école gratuite n'a pas fonctionné. Là où les gens ne mangent pas à leur faim. Là où les nouveaux diplômés n'ont pas de travail. Là où les écoles privées voient leurs dettes toujours grimpantes et jamais payées. Là où il y a manque d'enseignants. Là où l'université manque de matériel. Est-ce que le moment est de construire un métro pour transporter en réalité qui? Vers quoi? Quels sont les lieux de travail, surtout que les Ivoiriens n'ont pas de travail, où on va transporter les gens pour partir? Les bus suffisent. Je veux dire, pour faire la politique, voici la réflexion. On ne va donc pas faire ça pour faire plaisir
à des consortiums, parce que soit ce sont nos amis, ou même à la limite peut-être nos parents. Nous pouvons reconnaître que ce sont des groupes de pression, je l'avoue. Mais faisons-nous la politique pour le besoin de nos propres frères ivoiriens, de nos sœurs ivoiriennes, ou bien faisons-nous la politique pour plaire à d'autres personnes. Mais je me rends compte qu'aucun acteur politique en Côte d'Ivoire ne prend sur lui l'engagement d'enseigner les masses. Vous voyez, logiquement, les partis politiques normalement, les partis politiques devaient éduquer ceux qu'ils appellent leurs militants et le reste devait profiter de ce qu'on appelle l'éducation de masse. Donc, chaque politique dans ses tournées, si maintenant, en plus des actions gouvernementales, politiquement, le peuple est éduqué, est instruit. Le peuple a la connaissance et monte à la dimension de la démocratie souhaitée. Nous pouvons parler de développement humain. Nous pouvons accéder par là à un développement économique qui répond au développement infrastructurel nécessaire pour ce pays. Mais non. Ce que nous voyons, c'est la course au pouvoir. Et les gens ont perdu pied. Allons regarder un peu notre histoire de près. Parce que cette génération qui a succédé à Houphouët-Boigny, quoique Houphouët n'ait pas réussi lui-même sa mission à 100%, mais je vous ai toujours dit qu'il est le premier président de la République de Côte d'Ivoire, nous allons tous être comparés à lui. Est-ce qu'on a fait mieux que lui ou moins que lui? Je constate que ce qu'il a mis en place, ce en quoi les Ivoiriens ont cru et vécu tout ce temps, a été détruit par la génération qui a succédé à Houphouët. Je ne sais pas si c'est la peur qui amène les Ivoiriens et les différents leaders de partis politiques à ne pas véritablement diagnostiquer le mal et à continuer dans des alliances contre nature, mais surtout bidon. Parce que lorsqu'un parti politique est créé, nous tous, on a ce qu'on appelle le manifeste. Et si vous avez 1000 partis politiques, normalement, vous avez 1000 manifestes. Des manifestes qui disent les raisons pour lesquelles le parti politique est créé. C'est-à-dire, on diagnostique le mal, on propose. Et c'est justement cette proposition qui fait que le parti politique apparaît dans l'univers politique comme la solution à un manque de son peuple. Dès lors que le REVAS apparaît comme solution à un manque de son peuple, et quand nous apparaissons en 2009 comme solution à un manque de notre peuple, nous ne pouvons pas nous accommoder avec le RDR, le FPI, le PDCI et les autres partis satellites, parce qu'au moment où notre parti, pour répondre comme solution à ces manques, et ils ne voyaient pas, ou ils n'avaient pas la compétence, ou ils en étaient incapables. Donc nous nous allions à eux sur quelle base? C'est pourquoi j'ai dit que des alliances partisanes ne sont que pour voler le peuple. Et aujourd'hui, vous êtes bien placés pour comprendre ce que j'ai dit. Car les preuves sont devant vous. Nous sommes passés de 26 à 27 ans maintenant. Que vaut un pont pour un peuple malade? Que vaut une route bitumée pour un peuple qui a faim? Aucun intérêt. C'est pour ça qu'il faut organiser le développement sur la base de la vie communautaire, sur la base de la vie sociale. Regardez ce qui arrive à la Côte d'Ivoire. On va aller très rapidement. Parce que très souvent, je me rends compte que les intellectuels s'acharnent sur les conséquences. C'est-à-dire, une maison s'écroule, des gens qui sont dedans sont broyés, ça fait pitié.
pendant 20 ans au moins, les gens vont s'acharner sur cette maison qui s'est écroulée. Mais la vraie question qui est pourquoi la maison s'est écroulée. Les Ivoiriens et les Ivoiriennes évitent soigneusement ces questions. Et donc les problèmes ne sont pas diagnostiqués. Nous avançons de mal en pis. C'est pourquoi nous disons que s'acharner sur les conséquences ne résout pas le problème. Mais aller déraciner le mal, parce qu'on l'a diagnostiqué, est la meilleure. Frères et sœurs, je vais situer les responsabilités politiques, les responsabilités économiques, et je pourrais même dire les responsabilités sociales, pour vous démontrer pourquoi le REVAS parle de politique de rupture. Ivoiriens, mes frères, de 1960 à 1970, nous étions tous témoins, en tout cas pour ceux de ma génération et de la génération cadette qui nous suit immédiatement. La Côte d'Ivoire connaissait une croissance économique et les spécialistes, j'aime pas bien ces facteurs, mais bon, je voudrais qu'on trouve d'autres choses. Nous les avons, on proposera plus tard. Les économistes d'alors disaient que le PIB, le produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire, croissait de 7% par an. Parce qu'à l'époque, il y a eu le boom du prix du cacao, le boom du prix du café. Il est arrivé un moment où le café, le prix avait même été multiplié par 4, quand le cacao, le prix était multiplié par 3. Le seul problème à l'intérieur de cela, c'est que les planteurs de l'époque, et je suis fils de planteur, donc c'est un témoignage et non des rumeurs, n'ont pas profité de ce miracle ivoirien. Mais la seule chose qu'on peut dire, c'est qu'au moins l'État avait de l'argent dans ses caisses. Nous allons en résumer succinct pour que vous compreniez la situation. À partir de ce moment, Oufoué et son gouvernement, avec Bédié comme ministre des Finances, s'est attaqué au développement. Sois salué, cher frère Congo Mani. Dans tous les cas, on va embrasser tous les sujets en même temps. Ayons la patience de régler celui d'aujourd'hui. Et frère Congo, sois convaincu que la France apparaît pour moi comme mon dernier souci. Parce que si nous avions des Africains et des Ivoiriens, des Ivoiriennes conséquents, capables de responsabilité, la France va perdre la main. Donc pour moi, le premier fautif n'est pas la France. Pour moi, le premier fautif, c'est toi, c'est moi. Nous passons notre temps à pleurer sur un passé et nous laissons la France nous dominer. Moi, voici comment je conçois la chose. Parce que depuis 1960 qu'on pleure, pourquoi ça ne change pas? La France trouvera toujours des idiots au milieu de nous pour être leur fer de lance, pour nous poignarder. Tu en sais plus que moi sur le sujet, cher frère Congo. Donc, permets que la France ne soit pas un souci pour nous quand nous sommes à la maison entre Ivoiriens en train de parler de nos problèmes. Donc, regardons avec honnêteté dans le mal qui nous a atteints, quelles sont nos parts de responsabilité et comment pourrions-nous la prochaine fois nous protéger. C'est ça qui est important. Je ne vois pas mon peuple aller dans ce sens. C'est pourquoi je persiste à crier dans notre pédagogie. Merci Congo, je connais ta sagesse. On abordera et au mieux, toi et moi, on peut en discuter pour construire une pédagogie qui nous permet de parler de ça. Car il faut en parler. Mais situons les responsabilités. C'est par respect pour toi que je réponds comme ça parce que je suis aussi tes directs et je sais que tu fais un travail formidable pour notre mère patrie.
soit remercié. Revenons, donc, nous étions en train de situer ces responsabilités. Disons, l'évolution, ce que mon conseiller m'a rappelé, le miracle économique. Et donc, ce miracle économique-là va mettre la Côte d'Ivoire dans l'euphorie. Et donc, on va commencer à investir sans faire attention. Je disais même que l'euphorie est devenue une folie. L'un des projets phares de cette folie, piloté par le ministre Bédié, c'était les seaux de sucre. Vous vous souvenez, Zionoula, je crois, Serebou, Borotou, bon, ainsi de suite. Je crois qu'il y avait 6 unités. Donc l'euphorie, on va faire 6 unités à 100 milliards de nos francs. Avec comme projection, 300 000 tonnes de sucre l'an. Sur cette base, ce serait rentable. Donc, Bédié, ministre de l'économie et des finances et son équipe, propose à Oufoué cet investissement. Naturellement, on était dans la folie du miracle économique. Mais j'insiste, les planteurs n'en ont pas tiré parti. Lorsque ces seaux de sucre sont construits, l'année qui suit, on s'aperçoit qu'aucune des projections n'a fonctionné. On se retrouve à une production à moitié. C'est-à-dire au lieu de 300 000 tonnes, nous sommes à 150 000 tonnes. Du coup, on va fermer Katiola et Serebou pour vendre ça plus tard à 30 milliards, les deux. Ou je ne sais même plus si c'est l'un ou l'autre, mais en tout cas, à 30 milliards, on les brade au privé. La Côte d'Ivoire de Houphouët-Boigny à l'époque va se retrouver donc dans une nécessité d'emprunter. Le drame de la Côte d'Ivoire va commencer par là. Les griffes de Bédié sont déçues. Il est vivant. Donc il peut se défendre. Et lorsqu'en 1978, jusqu'en 1986, régulièrement le prix du cacao va chuter de 40%, on va voir qu'à partir de 1979, l'État de Côte d'Ivoire ne gagne plus d'argent. Donc il en perd. Notre balance commerciale, qui donc était excédentaire, est devenue déficitaire. Mais écoutez bien, pendant ce temps, on avait engagé des investissements qui étaient en cours. Et je vous ai parlé de la folie. En plus de cela, il y avait un autre projet fou. Puisque personne aujourd'hui n'arrive à concrétiser correctement ce projet. Yamoussoukro. Yamoussoukro. Capitale économique, pardon, politique. Il fallait construire. Vous comprenez? Ça vient se greffer dans ces moments de douleur. Oufoué même nous l'a dit qu'il a construit en particulier la basilique avec l'argent de sa famille. Donc si au moins la basilique a été construite avec l'argent de sa famille, ce que vous voyez à Yamoussoukro, qui en a fait certainement la fierté, va aider à nous couler. Malheureusement pour nous, je passe cet épisode, puisque j'en ai déjà parlé longuement une fois, la crise du cacao. Ce qu'on appelait la guerre du cacao. Que Houphouët-Boigny avait menée contre les chocolatiers. Houphouët a perdu cette guerre. Du coup, on entre dans une conjoncture où les entreprises étrangères rapatrient désormais leurs bénéfices. C'est là que ça a commencé. Les entreprises étrangères rapatrient leurs bénéfices. Comme si les gens se sont entendus pour monter sur la Côte d'Ivoire
les étrangers sont entrés dans la danse. On va vous situer ceux qui étaient plus nombreux, donc plus conséquents. Il y avait les Libanais, les Burkinabés, les Maliens. Eux aussi ont commencé à ramasser leur épargne privée et à transférer chez eux. Qui d'attacher au bon de son pagne et de partir. Vous connaissez le laxisme de nos douaniers qui préfèrent voler 1000 francs et de laisser passer 10 millions. Donc, que ce soit les bénéfices des entreprises étrangères qui sont rapatriées, les privés ramassent leurs épargnes et ils les envoient hors de nos frontières. Donc, l'argent, comme disent les autres, ne tourne plus à l'intérieur du pays. Au lieu de petites dettes, comprenez qui étaient des dettes internes, vous pouvez être obligé de s'adresser à un moment donné au FMI. La Côte d'Ivoire va faire face à un projet d'ajustement structurel. Mais avant, quand nous nous situons entre 1981 et 1983, les gens, le FMI va tenter un programme de stabilisation. Mais regardez ce qu'ils vont nous imposer. Ils nous demandent d'assainir les dépenses publiques, ce qu'on appelle les finances publiques. Ok, ils ont raison. Il faut mettre de l'ordre à un certain endroit. Je suis d'accord. Mais on nous demande d'augmenter les prélèvements fiscaux. C'est-à-dire, en même temps, le peu d'entreprises qui étaient fonctionnaires, qui étaient chez nous, on va les asphyxier. On nous demande la restructuration des sociétés d'État. Normal. Il faut qu'on faut qu'on restaure ces choses. Il faut les reconstituer. Il faut voir, parce qu'il faut reconnaître aussi qu'à un moment donné, il y avait du sureffectif. Nous sommes tous en Côte d'Ivoire ici, nous le savons. Mais cela ne suffit pas. De 84 à 86, ils vont ajouter une deuxième mesure d'ajustement structurel, ce qui va alourdir la situation. Et nous allons entrer dans ce qu'on appelle la récession. Je ne vais pas trop m'engager dans ces explications techniques, c'est pour ça que je dis que je vais survoler. Nous nous retrouvons en 1989, où le FMI devient plus fort. Parce qu'entre-temps, il faut essayer de traîner sur les programmes, pensant que le prix du cacao allait remonter, le prix du café allait remonter, qu'il allait pouvoir maîtriser l'environnement économique pour ne pas accomplir ce qu'on lui demande. Parmi lesquels même il y avait la dévaluation. Donc il a essayé de tenir jusqu'en 89. Là, il est obligé, lui et son gouvernement, de plier. C'est là que le FMI va imposer des conditions drastiques. Alors pour ceux qui se souviennent, aux pauvres enfants de planteurs, le prix du cacao va passer de 400 francs à 250. Stone Gun, how do you do? Ce gros bagage économique qui nous effondre, Bédi est le fautif. Mais c'est le gouvernement en général de Oufoué qui pilote mal le miracle économique. Ils sont tombés dans une folie d'investissement. Ils n'ont pas prévu les risques éventuels d'un abaissement des prix ou d'un quelconque chaos. On s'est dit, ok, le sol est là, le cacao produit tous les jours, donc en avant. Sans même certainement penser à des formes d'épargne ou des dépôts qui auraient pu couvrir nos temps de galère. C'est à partir de là, nous sommes en 1990, que les deux derniers vont rentrer en scène. Le problème, c'est qu'eux, ils rentrent en scène en même temps. Gbagbo et Ado entrent en scène en même temps. Alassane Dramane Ouattara et Laurent Gbagbo. Le FMI, qui a tenu maintenant la Côte d'Ivoire et qui veut en découdre avec Houphouët-Boigny, parce qu'à un moment, Houphouët avait arrêté de payer les dettes. Et la différence, quand vous voyez, lorsque le prix du cacao a chuté à 250, Houphouët a eu un peu d'argent et avait commencé, bon an, mal an, à payer les dettes qu'il avait engrangées. Mais le FMI veut tout et au complet. Donc, ils vont instaurer leur premier projet d'ajustement structurel.
la personne qui était mandatée par le FMI, ou disons même Kandessu, pour venir conduire ce projet sur place, c'est Alassane Dramane Ouattara. Naturellement, l'orgueil de Oufoué va nous perdre, nous tous, plus tard. Parce que c'est là que le grotesque mensonge qui aujourd'hui fait débat, même si les langues des bébés concernant la nationalité du concerné a commencé. Oufoué qui nous ment. Mais en même temps qu'il nous ment, il promet au cadre du PDCI que Ado ne fera pas de politique. Mais ce que vous devez retenir, peuple ivoiriois, c'est que lui, il était là pour gérer les intérêts du FMI. Il n'était pas là pour gérer les intérêts de la Côte d'Ivoire. Il fallait qu'il soit à un niveau acceptable, même disons à un haut niveau du pouvoir pour pouvoir gérer les intérêts du FMI. Donc il fallait payer les dettes du FMI. Et là, la proposition est tombée. Il fallait vendre les entreprises. Et la Côte d'Ivoire à l'époque avait une vingtaine d'entreprises qu'il fallait vendre. Naturellement, ils ont vendu. Vous connaissez la privatisation sauvage dont nous avons été l'objet. Vous voyez, quand toi-même, tu viens dans un pays, parce que tu es mandaté par tes patrons, tu viens mettre le pays à genoux. Après, quand tu veux le diriger, Dieu va te le donner. C'est pour ça que Dieu lui a donné le pays. Qu'est-ce qu'il est obligé de faire? Parce qu'en économie, l'élément moteur est appelé production des richesses. C'est-à-dire les voies et moyens pour trouver l'argent pour venir mettre dans les caisses. C'est à partir de là qu'on va dépenser. On appelle ça la production des richesses. Quand toi-même, tu as privatisé au moins 20 entreprises d'État qui sont passées aux mains des privés, aux mains de la France et de ces entreprises en particulier, bonne arrivée à Mébébro. Tu viens maintenant pour gouverner ce pays. Moi, j'ai dit bonne arrivée. Tu n'as plus de manivelle pour produire les richesses. Dès lors que tu n'as plus de manivelle pour produire les richesses, tu ne peux pas engranger de l'argent. Tu vis à crédit. Voici le drame de la Côte d'Ivoire. Voici le drame devant lequel Alassane Dramane Ouattara lui-même se trouve. Il veut produire des richesses. Il ne peut pas. Ils sont souvent même obligés d'anticiper sur les impôts. Parce qu'il faut produire l'argent. Vous comprenez? Comme dirait l'autre, un malin et demi. Parce que, frère, vous êtes des travailleurs, que ce soit en Europe ou en Côte d'Ivoire, et je salue Dieu dans sa bénédiction pour vous l'avoir accordé. Car nous, ici, en Côte d'Ivoire, peut-être que ceux qui sont diplômés, seulement que 3 ou 4% travaillent. Mais c'est normal, on n'a pas d'entreprise. On n'a rien. L'État, qui est le premier pourvoyeur d'emploi, a les mains vides. Qu'est-ce que l'État peut donner comme emploi? Donc, aujourd'hui, il y a des trous à creuser parce qu'on veut faire un pont. C'est des emplois intermédiaires comme ça que des hauts cadres, des hauts diplômés de Côte d'Ivoire sont obligés de faire pour vivre. Il y a des choses à reconsidérer. Heureusement que le REVAS est là pour vous faire ces analyses, bien sûr, mais des projections que nous allons présenter tout à l'heure, parce qu'il y a de l'espoir pour nous. Il y a de l'espoir pour toi, Ivoiriois. Il y a de l'espoir pour toi, Ivoirienne. Donc, le problème auquel lui-même est confronté aujourd'hui, c'est ça. Comprenez bien, mes frères et sœurs. On n'a rien. Un père de famille a une boutique. Le bénéfice vient. Sa femme vend Gofroto. Le bénéfice vient. Les bénéfices rassemblés là, c'est ça qu'on appelle la richesse de la famille. C'est dans ça qu'on va payer le loyer. C'est dans ça qu'on va payer les factures. On va scolariser les enfants. C'est dans ça qu'ils vont se soigner et se nourrir. Et c'est dans ça qu'ils vont espérer l'épargne. Voici l'économie. Si on lui arrache sa boutique et que désormais on lui donne peut-être 100 000 francs par mois,
il a perdu au moins 80% de ses revenus. Est-ce qu'il peut subvenir à ses besoins? Non. Donc aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est incapable, on vous le cache, de subvenir à ses besoins. Et c'est bien fait pour Ouattara, parce qu'il était la flèche de la privatisation sauvage qui a englouti le pays. Dieu merci qu'il est au moins devenu président et qu'il se retrouve devant la réalité de ses premières actions. Souvenez-vous des titres de l'époque. Ouattara vend, il achète. La Côte d'Ivoire ne peut plus produire de richesses. Mais je vous ai dit qu'il est arrivé conjointement avec Gbagbo. Gbagbo, lui, se battait pour le multipartisme, sans discernement. Tu veux gouverner un pays. Chez nous, les Balais, on dit que l'enfant que tu veux porter ne le laisse pas se salir. L'enfant que tu envisages soulever pour mettre chez toi, alors que tu es bien habillé, il ne faut pas le laisser se salir. Gbagbo, on était tous dans le parti unique, avec ses avantages et ses lourds inconvénients. Cela s'entend. À l'époque, c'était les conférences nationales un peu partout, au Bénin, au Congo, partout, au Gabon. C'était la fièvre du multipartisme. Et Gbagbo jette les jeunes gens dans la rue, les étudiants dans la rue, ce qui va lui retourner à la figure plus tard. Vous voyez, souvent quand on vous parle, vous pensez qu'on déteste telle ou telle personne. Non. Mais si nous avons conscience que cet univers a été créé par un Dieu qui est amour mais justice, il a dit que ce que tu fais aux autres, on va te faire. C'est pourquoi lorsque vous voulez poser des actes, il faut trier. Abstenez-vous de ceux qui sont mauvais. Abstenez-vous d'emprisonner les gens, parce que des gens vont vous emprisonner. Abstenez-vous de faire couler le sang des gens, parce que les gens vont faire couler votre sang. Abstenez-vous de créer la rébellion. Abstenez-vous de mettre les gens, comment on appelle ça, en exil. Aujourd'hui, vous voyez le petit Soro. Il a mis des Ivoiriens en exil et il se plaint d'être en exil et il se trouve des croutards de notre République pour le soutenir. Attendez, votre soutien que vous apportez à Soro, c'est quoi? Vous voulez embêter qui avec Ouattara? Il est en fin de mandat. Mais moi, pour une fois, je soutiens Ouattara, je soutiens le procureur. Ils n'ont qu'à arrêter Soro, ils vont le mettre en prison. Après, ce que Dieu voudra faire d'eux appartient à Dieu. Mais en attendant, il est de leur pouvoir régalien d'attraper ce petit bandit et de le mettre en prison. Quelqu'un ne peut pas me dire ici que pour avoir porté un boubou et que des policiers l'auraient, je sais, le siffler ou l'arrêter, Soro n'a pas écrit son livre. Vous ne pouvez pas me dire qu'il n'a pas été là pour assister ceux qui ont tué les jeunes hommes. Les femmes danseuses à Ganou. Nous avons un pays divisé. La haine est dans les cœurs. Les plaies sont fraîches. Quel est ce groupe d'imbéciles qui veut soutenir Soro? Donc pour vous, ceux qui sont morts pour rien. La justice divine, elle va s'accomplir. Donc dès qu'elle s'enclenche, vous pouvez pleurnicher, vous ne pouvez pas l'arrêter. Comprenez? Donc on arrive à Gbagbo sans discernement. Un groupe d'enseignants qui distribuait des tracts à l'époque, on arrive à créer le Front populaire ivoirien, qui est plus syndicaliste que politique. Parce que tous ceux qui ont créé ce parti, vous n'avez pas idée, mais c'était les syndicalistes. Que ce soit du SINARES ou comment on appelait l'autre là, l'enseignant des supérieurs là, le syndicat SINESI. Ils étaient du SINESI et du SINARES. Donc en réalité, ils n'ont pas de connaissances politiques parce qu'ils étaient tous des syndicalistes. Et justement, ce qui se passe entre eux et leurs querelles, c'est des querelles de syndicalistes, naturellement. Vous comprenez? Du coup, l'état de délabrement de la Côte d'Ivoire, l'état de délabrement dans lequel nous vivons aujourd'hui, voici les vrais vecteurs. Ouattara qui est venu en mission pour le FMI, il a accompli sa mission, mais au bénéfice de l'international. Les entreprises sont passées dans les mains des privés. La Côte d'Ivoire est démunie parce que la Côte d'Ivoire n'a plus de moyens de production de richesses. C'est vrai que quand Bouygues prend l'aéroport, ou bien il ne sait même pas Bolloré prend l'aéroport, il paye les gens qui travaillent là-bas. C'est normal. De toute façon, la Côte d'Ivoire les payait. Mais il paye des impôts.
On ne parle plus en termes de bénéfices. Et eux, ils font quoi? Ils transfèrent leurs bénéfices dans leur pays. La Côte d'Ivoire est pauvre, naturellement. Le port, c'est pareil. Citelcom, c'est pareil. Sodeci, c'est pareil. ESI, c'est pareil. Je vous ai parlé d'une vingtaine d'entreprises d'État. Donc, l'État est dépouillé. Les projets d'ajustement structurel pilotés par Alassane Ouattara sont à la base de ça. Dieu merci, il vient pour diriger ce pays. Quelle est sa prochaine mission? C'est entre lui et Dieu. Mais ce que j'ai pu constater, c'est que s'il a oublié d'endetter le pays, c'est parce qu'il ne peut pas produire suffisamment de richesses. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de levier capable de produire. Quand Gbagbo, lui, il crie au multipartisme. La première fois, sous mes yeux, que des gens ont jeté des jeunes gens dans la rue. C'est là que l'école va connaître la chute qu'elle connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, vous vous plaignez que les élèves vont en congé avant le temps. Je crois qu'à Zionoula, ils sont partis 1 mois cette fois-ci-là. Vous demandez ça. Mais ce sont les gouvernants là qui ont créé ça. Les maîtres de la FESI et autres. On leur a donné plein pouvoir. Frères et sœurs, lorsque je vous vois en train de vous battre pour que Ouattara ait un 3e mandat, j'ai dit vous avez raison, mais est-ce que vous connaissez ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Au-delà même de ce que vous avez déchiré la Constitution en essayant de faire cette proposition, suivez le parcours de l'individu quand il est arrivé ici jusqu'aujourd'hui. D'autres sont en train de nous faire croire que ce que Bédié n'a pas été capable de faire, ou disons, c'est assoiffé d'argent qui a fêté ces 7 milliards et qui a détruit ce pays à ce niveau. Les gens du PDCI veulent nous faire croire qu'il est la solution. Quand Gbagbo, lui, n'arrive même pas à souder son petit FPI avec ses petits collaborateurs, ses petits dirigeants, on veut nous faire croire qu'il est la solution pour gouverner la Côte d'Ivoire. Le seul constat que je fais, et avec honnêteté, je vous regarde dans les yeux et puis je vous dis, c'est que moi je peux parler haut et fort quand ils ont déjà gouverné. Et les résultats sont là. La belligérance, la guerre, les querelles, la paix qui est perdue, le tissu social qui a disparu, les emplois qui n'existent pas, la santé qui est précaire, le peuple est dans la famine. Les résultats sont là, c'est criard. Et ils ont ça contre eux. Alors dites-moi, quel intérêt à vouloir que Bédié vienne gouverner? Sur quelle base? Sur quel projet? Il est resté là avec... On ne peut pas me dire qu'il n'a pas fait 2 mandats. Celui qui était dans les grâces de Oufoué, qui a occupé pratiquement tous les postes dans ce pays, jusqu'à devenir président de l'Assemblée nationale. Quelles sont les dispositions légales? Quelles sont les lois qu'il a mises en place pour protéger cette nation qu'il veut venir gouverner aujourd'hui? Vous comprenez? Donc nous disons non. Ces hommes ne peuvent pas. C'est une injure à notre génération de nous faire croire que nos aînés là, ils n'aiment pas qu'on les appelle pépé. C'est dommage. Mais bon, moi ce sont mes grands frères. Mais je vais dire, ce n'est plus leur place. Ils ont déjà gouverné. Ils ont échoué. Parce que quand vous gouvernez, une génération gouverne un pays et qui nous laisse en héritage une division comme ce que nous vivons, des caisses de l'État vides, des hôpitaux en délabrement, une école détruite, des consciences sans conscience professionnelle. Vous voulez qu'on retienne quoi? Alors, faisons l'effort sur nous de réfléchir en tant que jeune génération avec les connaissances des TIC, des NTIC, de la nouvelle technologie, des industries nouvelles, de ce que nous savons. Ceux d'entre nous qui ont pu se frotter à l'Europe, aux États-Unis, qui ont de l'expérience, écoutez, mettons-les à la retraite.
et construisons notre pays loin de ces corrompus qui ont instauré la corruption comme moyen d'accession au pouvoir, la guerre comme moyen d'accession au pouvoir. Vous voyez, la dernière fois, je vous parlais de la haine politique. Je vais vous expliquer. La haine politique perdue en Côte d'Ivoire depuis cette génération-là. C'est-à-dire, on a décidé que Bédié doit partir. Alors, le slogan, c'est Bédié ou rien. Personne ne voudra faire l'effort d'observer si ce que Bédié fait est bien ou mal. Je ne vous parle de la haine politique. Ce qu'il faut, c'est qu'on veut le vider. On veut le virer. Il faut que Bédié quitte là. Personne n'a oreille pour écouter. Et puis, on fomente les plans. Il y a des fois même, on orchestre le mensonge à son extrême. Bam! Tout le peuple finit par être d'accord, puisqu'ils sont matraqués tous les jours, on chasse Bédié. Et puis Gbagbo vient. Voilà, Bédié dit, ok, je l'ai eu aujourd'hui. C'est lui qui m'avait fait ça hier. On va orchestrer une autre haine politique. Et on s'en fout si Gbagbo a des bonnes intentions ou non. On s'en fout de toute façon, comme ils n'ont pas de programme, eux tous, il est difficile de s'appuyer sur quelque chose pour leur accorder du crédit. Mais je veux dire, une orchestration est montée contre eux. Ce qu'il faut, c'est le pouvoir. Alors on va voir le RHDP net. On va voir une rébellion nette. C'est le peuple qui perd. C'est nous qui mourrons. C'est nos portefeuilles qui diminuent. On passe du seau de marché à des sachets noirs du marché. C'est le peuple qui souffre. C'est le peuple qui est sans hôpitaux, sans soins de santé. Eux, ils sont toujours là. La preuve, les trois ont gouverné dans cette génération depuis 27 ans. Ils ont souffert de quoi, eux? Rien. Mais le peuple a tout perdu. Réveillez-vous, bon sang. Aujourd'hui, la haine politique est flagrante. Soro Guillaume fait une rébellion. Ouattara se décide de l'attaquer. Les gens se mettent derrière Soro pour dire non, comme lui c'est notre frère. Donc, on n'a qu'à lui pardonner. Mais Ouattara n'a qu'à quitter là. Mais hier, vous juriez que Ouattara était votre frère. Comment subitement il ne l'est plus maintenant? C'est ça que j'appelle la haine politique. Et ça va continuer jusqu'à quand? Ça va continuer jusqu'à quand? Ivoirois, mes frères, Ivoiriennes, mes soeurs, ayons le courage de parler de la politique de notre peuple. Parlons de la gouvernance de notre pays dans l'intérêt des vies humaines. Pas de ce que celui qui a le porte-monnaie vient du nord ou du sud, ou de l'est ou de l'ouest. Pas qu'il est de ma famille. Non. Je vous en conjure. Ouvrez les yeux. Regardez, à l'heure actuelle où je vous parle, la Côte d'Ivoire ne retrouvera pas son unité nationale si Ouattara reste président. Si Ouattara est battu, que Gbagbo revient au pouvoir, la Côte d'Ivoire ne retrouvera pas son unité nationale. Si Bédié revient au pouvoir, la Côte d'Ivoire ne retrouvera pas son unité nationale. Frères ivoirois, sœurs ivoiriennes, si votre objectif est que nous retrouvons la paix, si votre objectif est que nous revenions à l'union, à la discipline et au travail, nous devons être courageux et décider de la rupture. Gbagbo, Bédié, Ouattara, Aïleur Petit là, Bleu Goudé, Soro Guillaume, il faut écarter cela de la tête de la Côte d'Ivoire. Ce n'est que ça qui permettra aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes de penser leur plaie. Ils ont déjà gagné. Et regardez ce que Bleu Goudé est à la haie là-bas et puis il fait. Il vit. Il a les moyens. Pendant que les pauvres contribuables de l'argent que tous ont mis dans leur poche sont ici. Pendant que les planteurs souffrent de soleil et de morsures de serpents, sans avoir de soins adéquats, ni de nourriture pour se rassasier. Eux, ils en ont mis de côté, ils vivent déjà. Vous comprenez? Et c'est ceux-là que vous voulez permettre qu'ils viennent nous rôter encore sur nos têtes. Côte d'Ivoire, aie pitié de toi-même. À un moment donné, le peuple doit être instruit à prendre ses responsabilités. À un moment donné, le peuple doit être instruit à grandir.
Vous croyez que l'unité nationale peut se faire? Bédi était là, ça ne s'est pas fait. Gueye est venu, il est de passage, il n'a même pas fait 10 mois. Bon, Gbagbo est venu. Est-ce que l'unité nationale a pu se faire? Sinon, il n'y aurait pas eu de rébellion. Si l'unité nationale avait pu se faire autour de Bédié, il n'y aurait pas eu de coup d'État. Aujourd'hui, ça grogne. Parce que l'unité nationale ne peut pas se faire autour de Ouattara. Surtout quand il proclame le rattrapage dès le commencement. Du revers de la main, il a accentué la fissure qui existait. Bon an, mal an, il est à la fin de son mandat. Frère ivoirois, sœur ivoirienne, encourageons-le à partir. Tout en prenant conscience que cette génération qui a succédé à Houphouët-Boigny est dans la belligérance. Et cette belligérance ne porte qu'atteinte à la vie des modestes Ivoiriens et Ivoiriennes. Excusez-moi. J'ai fait la prison, je suis sorti, je ne suis pas mort. Gbagbo a fait la prison. C'est vrai, il a subi des injustices que je peux reconnaître. Et je sais que quand on fait la prison, c'est déprimant, je sais. Mais il était à la tête de ce pays. Et il ne peut pas dire qu'il a laissé Houphouët gouverner. Il ne peut pas dire qu'il a laissé Bédié gouverner. Donc pourquoi vous voudrez que j'ai de la compassion pour quelqu'un? Quand on ne le laisse pas gouverner, ce n'est que le retour de son mauvais comportement. Le retour du bâton pour le frapper de son mauvais comportement. C'est spirituel. Les autres qui font pareil auront le retour du bâton. Mais nous, en tant que peuple victime de cette belligérance qui dure depuis 27 ans, prenons conscience et disons-leur merci. Personne ne va couper ce que la Côte d'Ivoire leur doit. Ils ont été premiers ministres, ils ont été présidents de la République, ils ont été ceci, cela. Ce que le peuple leur doit comme retraite, on va le leur payer. Mais une chose est certaine, c'est que la Côte d'Ivoire entière sera auditée. Tous les compartiments ministériels seront audités. Là maintenant, toi qui es en faute, tu vas répondre. Les ministères seront audités. Toutes les espèces de gestion seront auditées. Parce qu'il faudra auditer, il faudra diagnostiquer pour savoir quelles sont les profondeurs des trous. Pour voir quelles sont les solutions. Moi j'ai dit, ne pensons pas aux armes. Je suis contre les armes. Le coup d'État et la rébellion, la crise post-électorale, sont trois éléments qui devaient nous permettre de comprendre que les armes sont destructeurs. Pas en général pour ceux qui les mettent à l'épaule, mais pour le peuple innocent. Pour le peuple innocent. Et vous voudriez-vous que moi, je soutienne des coups d'État, des rébellions? Non. Renseignez-vous. Je n'étais pas d'accord avec le coup d'État de Gueye. Ceux qui me connaissent bien le savent. Je l'ai fait dire aux ministres et je l'ai dit aux militaires. Je ne suis pas d'accord avec la rébellion. Jamais je ne pourrais leur accorder un quelconque crédit après ce massacre de mon peuple. Je ne peux pas trouver de joie dans la crise post-électorale. Je ne peux pas me réjouir pour dire tel ou tel a gagné alors que mon peuple est mort. Je veux que ce peuple retrouve la paix. J'interpelle ce peuple lui-même pour qu'il comprenne que ceux qui ont succédé à Houphouët, dans leur belligérance, ont détruit notre pays. Aidons-les à partir. Il y a déjà trop de morts. Il y a déjà trop de sang versé. Il y a déjà trop de haine dans les cœurs. Ils n'ont qu'à partir. Que le peuple victime réfléchisse. Que le peuple victime, vous comprenez? Quand vous allez à la recherche du pouvoir, et que pour ça vous demandez à vos amis de faire embargo sur médicaments, quel est le peuple que vous voulez gouverner? Vous voyez, ce sont des chapitres qui sont difficiles à oublier. Parce que vous voulez diriger un peuple. Vous demandez à vos amis de faire embargo sur médicaments. C'est-à-dire, n'envoyez plus de médicaments. Mais ce n'est pas Gbagbo qui va mourir. Il a un médecin privé. Et en plus, son stock de médicaments, je crois, à la présence est suffisant. Vous comprenez? Et même, devant tout le monde, quand vous avez fini par le saisir, vous l'avez soigné. Mais qui est mort de ça? Le peuple. Des femmes enceintes sont mortes. Des femmes en couche sont mortes.
Des accidentés sont morts, embargo de médicaments. Parce que vous cherchez un pouvoir. Moi, j'interpelle le peuple et sa conscience. Je dis, mettons fin à tout ça. Le pays lui-même n'est pas détruit. Son sous-sol n'est pas détruit. Des fous ont détruit le pays dans sa cohésion sociale, son économie, dans sa paix. On peut reconstruire cela. Seulement que ceux qui sont là aient l'humilité de partir. Et je ne souhaiterais pas que des gens soient dans des groupes divisés pour dire qu'ils vont leur donner le pouvoir, alors que nous savons tous, consciemment, que si un seul d'entre eux prend le pouvoir, la paix ne sera pas restaurée. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que notre pays soit dans ce désordre? Vous voulez qu'on meure ensemble sans que nous ayons la possibilité de nous sauver? De quel droit croyez-vous que Gbagbo est la solution? Les gens viennent, Gbagbo n'a pas fait la guerre à Oufoué. Ça ne veut rien dire. La guerre là, vous croyez que c'est qu'on prend les armes pour tirer? Votre attitude même là a divisé la Côte d'Ivoire. Quand Gbagbo vient pour dire que lui, l'héritier de Nyangbe Kragbe, nous nous souvenons de ce mal qui s'est passé. Quand il dit, dans nos traditions, ce sont des verbes qui ravivent des plaies et qui mettent les gens en position défensive. Le résultat qui est là vient de tout ça. Arrêtez de croire. Regardez, vous-même votre propre Gbagbo, regardez ce que vous faites de lui aujourd'hui. Est-ce que moi et mon Revas, nous sommes responsables de ces querelles que vous avez sur Internet, sur quelqu'un qui a été président de la République? Moi, je l'attaque politiquement. J'ai dit son bilan est négatif. Mais regardez ce que vous-même vous faites de lui aujourd'hui. Quelle femme il a cherché, où il a fait enfant. Vous êtes en train d'humilier Gbagbo. Et c'est ce que vous humiliez là, que vous allez venir mettre à la tête de la Côte d'Ivoire. Vous êtes sérieux là? C'est pas moi et mon Revas qui sommes en train de l'humilier. Nous diagnostiquons le mal de la Côte d'Ivoire. Et dès lors qu'il a été un des acteurs principaux de la vie politique, nous citions son échec et ses responsabilités. Comme nous citions l'échec et la responsabilité de Ouattara. Comme nous citions l'échec et la responsabilité de Gbagbo. Et de Bédié. Nous ne le faisons pas avec une langue de bois. Nous parlons aux intelligents. Et nous avons conscience que les intelligibles nous entendent. Nous entendent. Alors, attendez, allez accoucher ailleurs avec votre histoire de Gbagbo là. En plus que vous-même, vous êtes en train de le salir. Moi, je n'ai jamais osé faire ce que vous faites sur Internet contre sa femme. Je n'ai jamais osé faire ce que vous faites contre lui. Jamais. Seulement politiquement, il y a des failles. Il a été un mauvais président comme il a été un mauvais politicien. Libre à vous de fermer vos yeux et de le prendre pour votre Dieu. It's your problem, you know. Ça, ce n'est pas le mien. Le mien, j'ai un pays à sauver. J'ai une nation à reconstruire dans l'unité. Je n'ai pas de sentiments à faire. Parce que je crois en l'avenir lumineux de la Côte d'Ivoire. Je me dis, c'est un camion qui a fait tonneau. Mais on peut lui faire sa tôlerie. On peut lui changer les pièces essentielles. On peut la faire redémarrer. Mais on change le chauffeur, c'est tout ce qu'on dit. Est-ce que vous vous souvenez d'un accident grave qui a eu lieu, je crois, dans les années 90, si je ne m'abuse? Si je ne m'abuse. 2 chauffeurs de bus étaient dans le même bus. Le bus roulait. Et ils ont voulu échanger de place sans avoir pensé aux conséquences. S'il y a quelqu'un ici qui se souvient, qu'il me dise. Ils étaient sur l'autoroute pour aller vers Yopougon. Naturellement, ils ont perdu le contrôle. Ça a traversé la route. Un car UTB venant, je crois, de Bouaké, les a croisés. Les gens qui se souviennent de ça vont comprendre. Mais regardez, ceux qui ont piloté ce bateau se battent toujours entre eux. Ayez conscience que ça ne va pas marcher. C'est là mon dernier mot. Ayez conscience que les gens là se battent entre eux depuis 27 ans. Et que ça ne va pas s'arrêter maintenant. Ils n'ont pas eu la force mentale, morale, spirituelle. Ils n'ont pas eu l'humilité d'être capables de s'asseoir autour de la même table pour régler leurs différends dans l'intérêt supérieur de la Côte d'Ivoire. Chacun est resté dans son petit coin. Aujourd'hui, ça continue.
Les gens sont tellement à l'arrière du pouvoir que même à l'intérieur des partis, ils sont divisés. PDCI divisé, FPI divisé, RDR divisé, RHDP divisé, LMP divisé. Vous pensez que ces gens-là vont souder la Côte d'Ivoire? Moi, je peux souder la Côte d'Ivoire. Et j'ai comme engagement de souder la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi nous vous appelons à venir adhérer massivement au REVAS. Et autour de ce projet de société, sous notre drapeau, unissons-nous et sauvons notre pays. Arrêtez vos petits galopettes. De je suis pro ceci, je suis pro cela. Ils ont tous échoué. C'est ce que nous devons retenir. Et ce sont là mes derniers mots de ce dimanche. Je vous salue.